Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre exploration du site de Pompéi en parlant cette fois de la question des peintures. Pour rappel, nous envisageons sur cette chaîne la possibilité que Pompéi n'ait pas été détruite en 79 après Jésus-Christ, comme on nous le raconte, mais aurait été une construction entièrement artificielle de la fin du XVIe siècle, faisant qu'aujourd'hui, le site de Pompéi n'a pas plus de valeur qu'un parc d'attractions. Même si bien sûr, ce n'étaient pas les intentions des créateurs du site de viser le tourisme de masse. Cette démarche s'inscrit dans une remise en cause globale de l'histoire de l'Occident entamée à la suite de la découverte qu'Hérodote, le père de l'histoire, n'a pu écrire avant la rédaction des évangiles et non au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette découverte ayant pour corollaire que ce n'est pas seulement les histoires d'Hérodote qui sont un faux pseudo-épigraphique, mais que l'ensemble de la littérature gréco-romaine n'a été produite qu'au bas Moyen-Âge ou à la Renaissance. Je vous invite à consulter mes vidéos sur le sujet. J'ai évidemment conscience de l'énormité de cette affirmation pour un public occidental qui a été nourri depuis des siècles dans une sorte de culte de cette littérature. Il s'agit du fondement même de notre civilisation, que l'on pense à la logique d'Aristote ou aux idées de Platon qui ont nourri la pensée de l'Église catholique, mais aussi l'organisation politique de l'Empire romain, fondement de notre République et de notre démocratie. Nous verrons dans la seconde partie de cette vidéo la place idéologique que tiennent les peintures de Pompéi dans cet ensemble. Pour en revenir à mes précédentes vidéos, je me suis d'abord interrogé dans Mystère à Pompéi sur la réalité de la Villa des Papyrus à Herculanum, que j'ai qualifié comme étant un puits à produire des fausses sculptures. Sculptures qui ont alimenté tous les musées du monde. Puis, dans une vidéo intitulée « Si Pompéi était un parc d'attractions », j'ai essayé de donner une vue d'ensemble de la problématique liée à Pompéi. Puis, j'ai proposé une analyse du relief qui valide l'idée que Pompéi pourrait être un site remblayé artificiellement. Dans Pompéi n'a pas existé, la preuve par le cheval, j'ai montré les incohérences urbaines du site de Pompéi, des rues trop étroites dans lesquelles on ne peut pas se croiser, des rues qui ne débouchent sur rien, des rues avec des passages piétons qui empêchent la circulation de chars tirés par les chevaux. Enfin, dans une dernière vidéo, nous nous sommes penchés sur la question des aqueducs, des deux aqueducs qui alimentent Pompéi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de peinture. Manifestement, les habitants de Pompéi et de sa région aimaient l'art, puisque partout où les archéologues mirent à jour d'anciennes demeures enfouies, partout ils découvrirent de riches peintures murales, y compris dans les fermes appelées villas rurales, qui étaient ornées de ces peintures. Manifestement, ces populations vivaient dans le luxe au point de consacrer une bonne part de leurs ressources à des activités futiles. Je ne crois pas qu'il y ait un autre exemple dans l'histoire et dans le monde où les habitants d'une région ont dépensé autant d'énergie à décorer leur demeure par des représentations picturales. On l'a vu, même un marchand de soupe, ces fameux thermopoliums dont je n'ai jamais compris le fonctionnement, était richement décoré. Il ne s'agit pas de quelques peintures, mais bien de centaines de fresques qui ont été découvertes. Il y en a partout. Nombreuses ont été les peintures qui ont fini dans des musées européens. Le Louvre, par exemple, possède une collection murale de peintures de Pompéi. Il faut savoir que dès le XVIe siècle, les moyens techniques permettaient de démonter et de transporter un mur maçonné sans en endommager son revêtement. Pour preuve, lors de la réalisation d'une chapelle latérale dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, l'architecte Domenico Fontana, dont on a déjà parlé, transporta entièrement la chapelle de la Nativité d'Arnolfo di Cambio à l'aide de machines de construction complexes. Profitons-en pour admirer la grandeur architecturale de ces ouvrages
qui nous donne une indication sur la puissance de ces bâtisseurs. Construire quelques kilomètres carrés de ruines pour ces gens qui ont bâti autant de palais et de cathédrales ne devait pas être une réelle difficulté. La question de la conservation de ces peintures enterrées pendant 2 millénaires interroge. Bien que celles-ci soient sous terre, elles sont soumises aux aléas climatiques. En effet, l'eau qui tombe sur le sol sous forme de pluie y pénètre en grande partie et migre à travers les couches du terrain jusqu'à atteindre les nappes phréatiques, puis rejoindre les fleuves ou les rivières pour regagner la mer dans un cycle sans fin. Lorsque je me suis posé la question de ce miracle de la conservation des peintures de Pompéi, il n'y avait pour moi qu'une solution, à savoir que les cendres, que les savants appellent des pyroclastes, avaient formé une couche étanche au-dessus des peintures, les protégeant des intempéries. Pourquoi pas, mais cette hypothèse était fausse. En effet, une étude portant sur la conservation des peintures de Pompéi montre que la présence d'eau souterraine est tout à fait acceptée par les chercheurs. Il faut d'abord comprendre qu'il ne reste rien de l'art pictural romain en dehors de ce qui a été trouvé sous terre. Tout a disparu, pas une seule œuvre de conservée au-dessus de la surface du sol. Les seules peintures que l'on a trouvées l'ont été par des archéologues sous la terre. Seulement si la terre a réussi à conserver les peintures pendant 2000 ans, celles-ci se dégradent maintenant qu'elles sont à l'air libre. La science qui a réponse à tout nous a donné une explication grâce à une chercheuse en spectrographie de masse. La chercheuse en question s'appelle Mate Maguregui. Je vous montre sa photo. Elle a plutôt la tête d'une fille à papa que d'un laboratoire. Elle nous explique que tant que les peintures restent souterraines, elles sont protégées par les pyroclastes. Mais une fois ramenées à la surface, les sels commencent à se former sous l'effet de l'air, de l'humidité, et puis elles se désagrègent. On ne va pas s'appesantir sur cette recherche, c'est de toute façon un jargon imbitable et invérifiable qu'il faudrait croire parce que c'est de la science et qu'il faut croire la science. Seulement ces gens nous ont déjà tellement menti, le matin, le midi et le soir, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de leurs affirmations qui, on le comprend bien ici, n'ont d'objectif que de vouloir justifier ce phénomène étonnant que les peintures se sont conservées sous terre alors qu'elles se dégradent à l'air libre. Notons au passage que ce problème se trouve également dans les tablettes cunéiformes de Mésopotamie. Si elles se sont conservées pendant plusieurs millénaires dans les plaines de l'Euphrate, n'étant faites que d'argile, elles se dégradent assez rapidement une fois exhumées du sol. Ce que nous retenons, c'est uniquement ce problème de conservation et le fait que les eaux souterraines sont bien présentes dans les sols de Pompéi. Ainsi, lorsque l'eau migre à travers les sols, deux phénomènes distincts se produisent. Le premier est le lessivage, le fait que l'eau transporte les particules fines de la surface vers les profondeurs. Ce phénomène est utilisé par exemple dans les travaux publics pour compacter hydrauliquement les sols. Par exemple, dans le cas du remblaiement d'une tranchée, soit ce sol est arrosé, soit il est laissé à la pluie pendant quelques mois, et l'eau transporte les particules fines qui seront déposées dans les vides du sol. Ces vides étant remplis par ces particules, le sol devient compact. Ainsi, les images en provenance de Pompéi qui nous montrent des pierres ponces propres, c'est-à-dire non insérées dans des matériaux fins, est une anomalie. Au bout de 2000 ans, à subir les pluies, le lessivage des sols aurait dû conduire au compactage des pierres ponces, ce qui ne semble pas être le cas. Regardez la stupidité de cette photo. Si le gars avec son thermopolium, il avait un comptoir avec de belles peintures, habilement dessinées, eh bien, il avait également un sol de qualité. Et regardez ce qui reste du sol. Des bouts de carreaux, un truc, ça ressemble à rien. Ce qui aurait dû être le mieux conservé dans l'affaire, c'est le sol, puisque le sol, les pierres tombent dessus, et il ne va pas aller plus loin qu'il n'est déjà. Donc tout
peut s'écrouler, le sol, lui, il va rester en place, et s'il est dans un matériau résistant, eh bien, il va pouvoir durer peut-être bien 1000 ans ou 2000 ans. Et s'il y avait une chose qui n'aurait pas dû bouger à cet endroit-là, c'est bien le sol. Et bien, le sol a quasi disparu. Par contre, les peintures, elles sont comme si elles avaient été faites la veille. C'est la première fois qu'on découvre un thermopolium complet et que nous aurons autant de matière à analyser. Le deuxième phénomène est ce que les savants appellent la lexiviation, c'est-à-dire la propriété de l'eau de dissoudre les matières solides. Par exemple, une eau calcaire est une eau qui s'est enrichie de calcaire lors de la migration à travers un sol calcaire. En d'autres termes, l'eau est corrosive, et elle est d'autant plus corrosive qu'elle est près de sa source. Par exemple, une eau de torrent est très corrosive. Ajoutons à cela que l'eau favorise la présence de micro-organismes qui vont également avoir une activité consommatrice de matière. Nous pouvons admirer sur ces photos combien le miracle de Pompéi a pu permettre la conservation des peintures, des blancs immaculés dans lesquels on distingue encore après 2000 ans enfouis sous terre les traits de pinceau. Est-ce raisonnable? Bien sûr que non. La Terre, même issue de pyroclastes volcaniques, n'est pas un milieu neutre, c'est au contraire un milieu vivant, qui aurait dû, bien avant 2000 ans, digérer les peintures. Rien n'a été conservé à la surface du sol, tout a été conservé sous terre. L'être humain est à l'évidence naïf de croire tout ce qu'on lui affirme sous le sceau de l'autorité. Beaucoup de questions se posent lorsqu'on s'intéresse à l'art pictural des Romains de Pompéi. Les œuvres ont une qualité de représentation, de finesse de réalisation, aussi bien dans les expressions de visage que dans le rendu des perspectives architecturales, que non pas les œuvres du bas Moyen-Âge. Ne parlons pas des œuvres du haut Moyen-Âge, qui, elles, n'existent tout simplement pas. Mais tout cela ne sont que des considérations subjectives desquelles il est difficile de tirer des certitudes, au moins des certitudes capables de convaincre un indécis. La seule chose que l'on peut constater et établir de façon certaine est que l'art de peindre a subi la même trajectoire que les autres disciplines, que cela soit la littérature, l'architecture ou la sculpture. Des arts qui ont été florissants lors de l'Antiquité gréco-romaine puis ont disparu dans le néant pendant plusieurs siècles, voire carrément tout un millénaire, pour réapparaître ensuite comme s'ils n'avaient pas cessé. On peut penser par exemple à l'architecture, alors que les Romains avaient bâti des édifices majestueux, tels que les amphithéâtres ou les aqueducs, eh bien, tout à coup, on n'a plus su bâtir en pierre. Les seules constructions ont été faites en bois et ont par conséquent entièrement disparu. De même en littérature, les anciens nous avaient laissé des traités, de la poésie, des pièces de théâtre, et puis tout à coup, nous avons été incapables de produire quoi que ce soit d'original qui franchisse le temps. Il n'est resté que des moines copistes besogneux, reproduisant fidèlement des œuvres qu'ils étaient bien incapables de produire eux-mêmes. Ce millénaire obscur interroge. L'explication habituelle des invasions barbares peut-elle justifier que des savoir-faire détenus par les peuples, surtout le pourtour méditerranéen, aient pu subitement disparaître? Une telle discontinuité dans l'histoire est-elle seulement explicable? N'est-il pas plus simple de penser qu'il y a continuité entre l'Antiquité gréco-romaine et la Renaissance, comme le pensent les récentistes, ou de dire, comme je le crois, que cette fameuse Antiquité n'a tout simplement pas existé et a été une invention totale de la Renaissance. Le plus étonnant sur le plan de la peinture sont les fameuses représentations des trois grâces qu'on a découvertes à Pompéi. En effet, pas moins de 3 fresques représentent ces 3 femmes exactement dans la même attitude que celle qu'avait imaginée Raphaël en 1504. Raphaël ne pouvait pas connaître ces représentations enfouies sous la cendre, de même que les auteurs pompéens ne pouvaient connaître l'œuvre de Raphaël. On retrouve la même difficulté que la question
des liens littéraires qui, dans l'œuvre d'Hérodote, renvoient à la Bible et aux évangiles. Il y a là une aberration chronologique. Pour les historiens, cet anachronisme n'en serait pas un, puisque cette représentation, les Trois Grâces, aurait fait l'objet d'une dévotion depuis la plus haute antiquité. On en a retrouvé une représentation en Turquie, sur un site du nom d'Aphrodisias, ou encore une mosaïque à Shaba Philippopolis dans l'actuelle Syrie, datant du 1er ou du 2e siècle de notre ère. Une autre de ces sculptures serait au Metropolitan Museum de New York et serait donnée pour un marbre d'origine romaine. Ce serait même le seul motif sculptural transmis de l'art antique à l'art moderne. Eh bien, chacun pensera ce qu'il voudra. Pour ma part, moi j'ai bien compris que la fabrique du faux était un travail à temps plein. Toujours est-il que l'on ne pourra produire un argument catégorique à partir de cette aberration chronologique. Dans cette dernière partie, nous examinerons l'aspect idéologique des peintures de Pompéi. D'une façon générale, elle confirme ce que nous apprend la littérature de cette époque sur les mœurs des Romains. On serait tenté de penser, comme c'est le cas pour les Trois Grâces, que tout est en ordre, que ce qui est raconté dans les livres romains se trouve également représenté sur les murs de Pompéi, et qu'en l'occurrence, tout va bien. Cependant, pour ma part, je doute, et de la réalité de la littérature gréco-romaine et de la réalité du site de Pompéi. Je vois plutôt tout cela comme un moyen d'endoctrinement utilisé par les élites, par le pouvoir, pour inculquer au peuple certaines idées, certaines valeurs. Comme le disait Guy Debord, le spectacle est le moyen par lequel la société s'engendre elle-même. Nous en avons une parfaite démonstration à l'époque contemporaine à travers le cinéma et Hollywood, qui produisent des mises en scène visant à orienter, à manipuler les croyances des spectateurs. On y voit se dessiner le portrait d'une Amérique sauveuse du monde, d'un progrès infini de la civilisation humaine, ou encore, plus récemment, des théories sur le genre des plus loufoques. Mais cette manipulation des esprits au moyen des images n'a pas attendu le cinéma pour être utilisée de façon efficiente. Si la fausse histoire est d'abord une construction de l'Église catholique afin d'asseoir son prestige séculaire historique, il semble que, dès le début de la Renaissance, celle-ci soit tombée sous le contrôle de sectes occultes, qu'on nommera franc-maçonnerie par commodité, et qui ont produit une littérature visant à construire une société humaniste, matérialiste et dégagée de l'emprise du religieux. Si aujourd'hui nous sommes dans une guerre de l'information, cette guerre a été engagée dès le XVIe siècle par des sociétés occultes. Et cette guerre a été gagnée en long, en large et en travers par les dites sociétés. Mais même si des siècles de tromperies, de mensonges, de falsifications ont amené nos concitoyens, ou disons, nous ont amenés à vivre dans un univers qui n'a pas plus de réalité qu'un décor en carton-pâte, sans que nous en ayons conscience davantage que le poisson de l'eau dans lequel il vit, eh bien nous pouvons prédire aujourd'hui que cette victoire, pourtant séculaire, n'aura été que de courte durée. Et nous pouvons prédire sans risque de nous tromper, à l'instar de l'évangile de Luc, que tout ce qui a été caché sera révélé. Alors, quelle idéologie est transmise par les fresques de Pompéi? Il y a d'abord qu'elle confirme la mythologie païenne gréco-romaine, une mythologie naturaliste, c'est-à-dire qui fait de la nature les différentes divinités, une mythologie où le surnaturel est remplacé par des créatures anthropomorphes visant à désacraliser et ridiculiser la religion. Mais c'est surtout la dimension érotique de ces peintures qui attire notre attention. Cette dimension érotique vise à confirmer les mœurs en matière sexuelle des Romains.
Pour les résumer rapidement, on nous dit que les Romains étaient partagés en deux catégories, les hommes libres et les esclaves. Les femmes des hommes libres étaient destinées à devenir des mères, des matrones, et elles étaient sexuellement intouchables. Par contre, les hommes libres, pour peu qu'ils satisfaisaient à la vie domestique de la maisonnée, avaient toute licence pour avoir des relations sexuelles avec des hommes ou des femmes choisis parmi leurs esclaves. Ils disposaient entièrement de la sexualité de leurs esclaves qu'ils pouvaient utiliser à leur propre convenance, soit pour eux-mêmes, soit pour les mettre en location pour les autres, dans des lupanars, des bordels. Il y a peu a été découvert un char, une sorte de taxi de l'époque, très bien conservé bien sûr. Eh bien ce char était orné de médaillons érotiques. Nous vivons dans un spectacle, une mise en scène qui n'est pas seulement à Hollywood, mais sur nos écrans d'actualité. Des médaillons à caractère sexuel sur un char romain. C'est pour nous passer un message, pour nous manipuler, nous endoctriner. L'idée sous-jacente à cela est que ces peuples n'avaient pas de tabou en matière sexuelle et que ceux-ci ont été introduits dans la tête des gens par l'Église. La culpabilité serait une fabrication de l'Église. La pédérastie n'était pas un crime avant que l'Église ne la réprime, l'adultère n'y était pas un crime avant que l'Église ne la réprime, de même que la prostitution et la fréquentation des prostituées y étaient considérées comme faisant partie des activités légitimes de tout un chacun, comme d'aller boire un verre au bistrot. Il faut comprendre, et je le répète, que la fausse histoire est d'abord une construction de l'Église catholique, mais qu'elle a ensuite été très rapidement utilisée pour détruire les doctrines religieuses. On sait aujourd'hui que la théorie sur la sexualité des Romains, libre de tout tabou, acceptant à part égale les relations hétérosexuelles et les relations homosexuelles, est fausse, malgré que l'on veuille encore nous faire croire le contraire. Pourquoi savons-nous que c'est faux? Simplement parce que tous les autres peuples de la Terre, aussi bien ceux qui ont été sous l'influence de l'Église catholique que ceux sous l'influence d'autres religions, et même ceux restés à des cultes animistes, proches de la nature, vivent tous sous le règne des tabous, ont tous organisé leur société à travers la famille monogame fidèle, rejettent tous les pratiques homosexuelles, l'adultère et une sexualité dépravée. Il n'y a aucune raison de penser que les modèles de la sexualité romaine ne soient pas en accord des modes de sexualité qu'on retrouve partout dans le monde. Il y a au contraire tout lieu de croire que cette représentation de la sexualité romaine nous a été imposée pour modifier nos comportements sexuels. Pourquoi ont-ils fait ça? Il y a sans doute plusieurs explications. Par exemple, nous libérer de la suggestion de l'Église afin de tomber entre leurs propres mains. Un pouvoir qui combat un autre pouvoir, non pas en but d'affranchir le peuple, mais pour l'assujettir. La deuxième raison pourrait être de libérer le désir, transformer le sujet contemplant la création divine et se satisfaisant des bienfaits dispensés par le Créateur en un sujet désirant, c'est-à-dire un sujet consommant. Il n'y a pas de doute que les élites qui ont propagé la littérature gréco-romaine sont à la base de riches marchands, ceux que les historiens ont qualifiés de mécènes, comme nos journalistes menteurs appellent aujourd'hui philanthropes, des crapules richissimes. Donc pour résumer, des peintures en abondance partout, des peintures extrêmement bien conservées malgré qu'elles aient passé 2 millénaires dans l'humidité de la terre, une disparition des arts, des lettres et de l'architecture pendant tout un millénaire, de l'érotisme partout, l'idée que les Romains n'avaient pas de tabou. Pas grand-chose de crédible à tout cela, mais plutôt le signe d'un vaste mensonge,
d'un complot du mensonge pour nous tromper, pour nous manipuler, pour nous transformer en villes consommateurs. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.